Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bilan MotoGP et on s'attaque aujourd'hui à Suzuki et ça va être un débrief assez intéressant autour de Suzuki qui a eu une saison pas forcément si évidente que ça, mais elle n'est pas non plus catastrophique, donc on reviendra là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Bien entendu, on fera le bilan de l'équipe, bilan de chacun des deux pilotes, le duel des qualifications et on reviendra également sur les enjeux 2022. On passe tout de suite au bilan équipe avec Suzuki. Championnat constructeur, 3e avec 240 points. C'est donc un petit peu compliqué pour Suzuki. Ça a été un peu moins bien du côté du classement constructeur. Du côté du classement par équipe, là aussi, il y a une petite régression mais qui est vraiment légère au niveau du classement par équipe, avec une saison qui n'a pas été catastrophique encore une fois pour l'équipe et pour le team Suzuki avec une 3e place mais 307 points, donc c'est juste 3 points de perdus par rapport à l'année dernière. On a 7 podiums, 0 victoire cette année. Et 7 abandons du côté des chutes. On est à 20 chutes, ce qui représente 7% des chutes du plateau. Donc on voit encore que c'est une machine qui est quand même relativement fiable de ce côté-là. 12 sur 20 pour Suzuki. Année pas mauvaise pour Suzuki, mais qui n'a pas été parfaite. C'est pour ça que je mets 12 sur 20. C'est pas une année encourageante. C'est pas une année non plus catastrophique. C'est pas une année inquiétante. Donc la note de Suzuki n'était pas forcément facile à déterminer. Il y a eu des problèmes cette année du côté de Suzuki, notamment des problèmes électroniques qui ont embêté les pilotes pendant toute l'année. Je pense que du côté de Suzuki, on s'est vu un peu trop beau pendant l'intersaison. On a cru qu'on avait la meilleure machine du plateau et que surtout que les adversaires n'allaient pas travailler. Et qui sont arrivés au Qatar et là ils se sont dit « Ah merde, les autres ont fait du bon boulot ». Alors, on a tenté des choses, ça n'a pas marché. Mais c'est pas catastrophique non plus en termes de résultats. Alors, vous voyez, vous avez un pilote qui est 3e du championnat du monde, constructeur 3e. Bon, c'est on va dire moyen, mais au classement par équipe, ils sont 3e aussi et plutôt avec des scores intéressants. Donc là, encore une fois, il y a eu, je pense tout simplement, un manque de travail, notamment sur le moteur, parce que j'ai trouvé que Yamaha notamment avait dépassé presque Suzuki, alors que Yamaha était à des années-lumière en termes de moteur dans cette fameuse bagarre des 4 en ligne. Il y a eu également peut-être un manque de travail sur le châssis. Alors ils ont tenté de se rattraper avec l'électronique, mais ils se sont emmêlés les pinceaux au niveau de l'électronique. On a eu en fait une concurrence qui a mieux travaillé qu'eux, notamment Ducati, notamment Yamaha, qui a fait du meilleur travail. Donc c'est là où c'est un petit peu dommage. Ils n'ont pas réussi à capitaliser sur un titre, mais bon, c'est pas comme si ça avait déjà été le cas en 2001 avec Kenny Roberts Jr. C'était 2000 ou 2001 Kenny Roberts Jr. J'ai un doute. Après, il faut se souvenir que quand même Kenny Roberts Jr. a été champion du monde. C'était un pilote américain, il se comportait très très bien sous la pluie. Et c'est une année où je crois qu'on a eu la moitié des courses sous la pluie. Je ne sais plus si c'est 2000 ou 2001, mais il flottait à chaque Grand Prix. Et c'était les débuts de Rossi, aussi en MotoGP. Donc ça devait être 2001. Et puis on a eu un duo de pilotes pas homogène, ce qui je pense a posé des problèmes ici en termes de travail. Quand vous avez deux pilotes qui ont des niveaux de performance assez différents, qui ne vont peut-être pas forcément dans la même direction au niveau des choix techniques, forcément pour les ingénieurs, forcément pour le staff derrière, c'est très compliqué. Et on a eu deux pilotes qui n'étaient pas au même niveau cette année. Rins était bien moins fort que Joan Mir. Et puis, peut-être que le départ de Davide Brivio a également eu des conséquences pour Suzuki. Brivio qui est parti du côté d'Alpine en Formule 1. Quand tu vois la saison qu'a fait Alpine en Formule 1 et la saison qu'a fait Suzuki, bah, tu te dis qu'il a une importance assez grande chez Suzuki l'année dernière dans les résultats de cette équipe.
On passe au duel en qualification, duel en course. Du côté du duel en qualification, Mir est derrière, Rins avec 7-11, mais on sait que c'est un petit peu le domaine où il n'est pas très bon. Alors déjà que Rins est moyen en qualification, c'est encore plus compliqué pour Mir. Et du côté de la course, ben là c'est 12-4 pour Mir, avec un did not start et un match nul, c'est-à-dire qu'il y a donc 2 résultats qui sont décomptés de ce classement. C'est pour ça qu'on a 12 plus 4 égale 16 et pas égal à un résultat qui est égal à 18. Alex Rins, on commence tout de suite par le pilote espagnol, 8 sur 20, 13e du championnat du monde avec 99 points, moins 10 places, moins 40 points, 6 top 10, 10 top 15, meilleure qualification deuxième, un seul podium cette année. Et 5 abandons, surtout 12 chutes, il est 8e de ce classement et c'est 60% des chutes de cette équipe qui sont dues à Alex Rins. Une année très difficile pour Rins, on voit même quand vous regardez sa moyenne course, sa moyenne qualification, sa moyenne course à 8,75, sa moyenne qualif est à 10,06. Or, normalement, Rins c'était plutôt un gros écart entre ces deux chiffres-là, avec vraiment une meilleure moyenne en course qu'en qualification. Il y a eu beaucoup trop d'abandons en course. Il a eu tendance à surpiloter, c'est-à-dire, dans la plupart de ses chutes, il se fait dépasser par 1, 2, 3 pilotes, et d'un coup, il tente d'accélérer le rythme, il force énormément sur le train avant, et pam, ça décroche. Et ça, c'est un peu stupide et c'est un problème récurrent chez Rins. Alors, on pensait qu'avec de l'expérience, ce problème-là allait s'arrêter. Eh bien non, il continue et c'est vrai que c'est un peu difficile, un peu déplorable, je trouve. Maintenant, on sait désormais qui est le pilote numéro 2 dans cette équipe parce qu'il a surpiloté, il a commis beaucoup d'erreurs. Mais en plus, il a été en retrait au niveau performance par rapport à Joan Mir. Malgré des qualifications, il a été meilleur. Il a eu un mauvais rythme de course pendant une grande partie de la saison. Et on sait désormais qui est le pilote numéro 2, parce que cette année, c'était très important pour Alex Rins. Il ne gagne pas le titre pilote l'année dernière, mais il finit bien la saison. Dommage, il se rate complètement sur la première partie de saison en 2020. Ce qui fait que c'est Mir qui est champion du monde. Or, c'était lui techniquement la tête d'affiche de l'équipe. Surtout quand on se souvient de son année 2019 où il est très bon, je crois qu'il finit 4e du championnat pilote. Là, il y avait donc un rôle qui était hyper important pour Rins, c'était de rattraper peut-être son retard par rapport à Mir et de retrouver de la confiance et de retrouver du rythme par rapport à Joan Mir. Et le leadership de l'équipe. Et bien là, il l'a définitivement perdu pour moi. Et encore une fois, on sait désormais qui est le numéro 2 et qui est le numéro 1. Et je pense que voilà, ça sera compliqué pour Rins dans les années à venir. C'est pour ça que je mets un 8 sur 20, parce que c'est une saison qui est décevante. C'est pas catastrophique, c'est-à-dire j'attendais moins Rins que Miguel Oliveira, notamment. Mais j'avais quand même des attentes et il n'a pas répondu à ces attentes, Alex Rins. Et je prends en compte aussi que la Suzuki était peut-être pas si facile que cela à piloter. Joan Mir, 15 sur 20, 3e du championnat du monde avec 208 points, moins 2 places, et 37 points pourtant de gagner. Mais je rappelle que l'année dernière, il n'y avait que 14 grands prix. 6 podiums, 16 top 10, 16 top 15 et meilleur résultat en qualification 3e avec 2 abandons. 8 chutes cette année, il est 18e de ce classement. Il a seulement une chute de plus ou une chute de moins, je ne sais plus, que Fabio. Je crois que c'est une chute de plus que Fabio. Et c'est 40% des chutes de l'équipe. Et encore une fois, cette différence entre les qualifications et la course, il a 9,5 de moyenne en qualification pour une moyenne en course à 4,75. Donc c'est vraiment un pilote du dimanche. Je admire, mais bon, comme le dit tout le temps Sylvain Guintoli, je admire, c'est un pilote qui devient un grand malade en course. C'est-à-dire que c'est un pilote qui est focus et se met une concentration de dingue. Et son objectif, c'est toujours le Grand Prix. Pour moi, Joan Mir, pourquoi 15 sur 20? Certains vont me dire oui, mais pourtant, il ne gagne pas le titre. Il joue pas vraiment le titre. Il est toujours un petit peu dans un deuxième rideau pendant toute la saison. Mais parce qu'il fait encore une année très solide. C'est-à-dire, malgré les difficultés de Suzuki, malgré que la Suzuki soit pas exceptionnelle, il ne s'est pas démobilisé. Ce qui aurait pu être le cas en se disant, moi, j'ai plus rien à prouver, je suis champion du monde et je t'emmerde. Et il a fait encore une saison solide et surtout, grosse régularité. Il est plus régulier même que l'année dernière. Moins d'abandon. Et surtout, 16 top 10 en 16 courses finies.
Ça, c'est très fort de la part de Joan Mir. Et ce qui lui permet d'être troisième. Ce qui manque à Joan Mir, c'est la victoire cette année. C'est un très gros résultat à un moment, parce que ça aurait pu peut-être débloquer quelque chose sur son année 2021. Mais bon, à part ce grand résultat qui est manquant, ça a été le troisième homme du championnat. En termes de régularité, parce que c'est vrai qu'en termes de vitesse pure, je pense que Jack Miller était plus rapide, que Johann Zarco était plus rapide. Mais devant ces deux pilotes-là, malgré une machine moins performante, tout simplement grâce à sa régularité. Et je dis toujours, en MotoGP, la régularité prime. C'est vraiment un championnat où il ne faut pas avoir de blanc, de résultats blancs. Et si vous finissez tous les grands prix, vous pouvez être facilement dans le top 5 ou top 6 du championnat. Par contre, il faut finir, ce qui n'est pas si facile que ça. Mais il a eu une très grande régularité aux avant-postes. En difficulté en qualification. Encore une fois, c'est là-dessus qu'il va devoir travailler parce que rarement... il était quelques fois en Q1. Et surtout, il s'est qualifié quand même assez souvent directement en Q2, mais en Q2, pas très rapide. Donc il y a vraiment... la qualification, c'est vraiment pas son point fort. Il a beaucoup parlé dans les médias de ses soucis dans l'équipe, donc on peut se poser la question quand même pour 2022. Est-ce qu'il va renouveler son contrat ? C'est pas si sûr. Parce que c'est vrai qu'il s'est énormément plaint du fait de son statut dans l'équipe, du fait qu'il a dit plusieurs fois, bon, j'ai été champion du monde, mais j'ai l'impression que ça n'a pas changé grand-chose dans l'équipe, qu'on n'a pas assez bossé, que la moto n'est pas simple à piloter, qu'on n'a pas mis assez de moyens, qu'on n'a pas assez de budget par rapport à Honda, par rapport à Ducati, par rapport à Yamaha. Donc, est-ce qu'il va renouveler son contrat ? C'est pas assuré du tout. Du côté de Joan Mir. On passe aux enjeux 2022 tout de suite. Les enjeux 2022, retrouver de la performance et surtout retrouver sur cette machine une facilité d'utilisation. Ce qui était la force de la Suzuki, c'était un châssis vraiment de très grande qualité avec une facilité d'utilisation, une facilité d'adaptation également sur chacun des circuits. C'était une moto qui était très polyvalente et il va falloir faire un gros travail donc sur cette électronique qui a été si capricieuse cette année. C'est quand même une équipe qui a mis beaucoup de temps à avoir un all-shoot device, donc c'est-à-dire un système électronique, logiciel, hardware software plutôt que hardware, pour améliorer les départs de la moto. Et eux, ils avaient un système sur l'avant, et on s'aperçoit qu'il faut avoir un système sur la fourche avant et sur l'arrière de la machine. Il va falloir également travailler sur le moteur. Encore une fois, j'ai trouvé que face à Yamaha, il y a eu une régression. C'est-à-dire que Suzuki était vraiment devant Yamaha l'année dernière et que cette année, c'était pas le cas. Et puis, Rins va devoir retrouver énormément de confiance. Il peut pas refaire la même saison, Rins, qu'en 2021. Il pourra pas refaire plusieurs fois cette saison-là. Sinon, il sera viré. Et puis du côté de Joan Mir, on a un vrai leader et on espère qu'il va continuer des saisons très régulières parce qu'encore une fois, c'est la régularité qui prime en MotoGP. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. On se retrouve surtout pour un nouveau bilan MotoGP. Et là, on parlera de l'équipe Tech 3 et l'addition va être très salée pour l'équipe française. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.